À tous ceux qui sont surtout dans la salle virtuelle et les quelques présents dans la salle effective de notre lycée. Je suis heureux de vous accueillir à la troisième conférence de cette semaine contre les discriminations qui concerne un sujet différent des deux autres, évidemment, à savoir la transsexualité ou les trans ou transgenres. Nous avons eu des explications hier sur ce qu'il convenait de dire, de ne plus dire. Je pense que nous en apprendrons beaucoup plus encore aujourd'hui grâce à Marie de la Chenelière qui a accepté de venir nous faire part de son expérience d'un côté, enfin de son expérience personnelle et de son expérience d'accompagnante pour toutes ces questions qui nous importent beaucoup et dont on a, pour ce qui me concerne en tout cas, mesuré l'importance en décembre dernier quand un jeune étudiant qui est en phase de transition au lycée Fénelon de Lille s'est donné la mort suite à des circonstances plus ou moins éclaircies. Ces questions sont effectivement extrêmement importantes dans l'absolu. On a l'impression qu'elles sont nouvelles et elles le sont pour la plupart d'entre nous. L'exemple de Marie nous montrera que c'est une vieille histoire là aussi et c'est un tabou qui ne fait que en fait commencer à se découvrir. D'où l'intérêt de notre conférence de ce soir. Cette conférence s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire elle s'adresse à ceux qui se sentent concernés et qui veulent peut-être simplement avoir ou des confirmations ou être avec nous. Elle s'adresse à ceux qui sont les alliés, comme on dit dans le code, c'est-à-dire qui veulent montrer l'intérêt pour leurs contemporains et pour toutes les questions qui nous touchent. Elle concerne évidemment aussi, et peut-être même avant tout, certains ou certaines d'entre nous qui se posent des questions, qui sont en recherche en quelque sorte, et pour qui, je suis sûr, cette contribution sera d'un grand secours, je pourrais même dire, pour s'éclairer, pour apprendre des choses de ce qui, se produit actuellement, de ces changements. Et donc, je suis très heureux de donner la parole immédiatement à Marie de la Chenelière, que je ne présente pas plus avant, puisque c'est toute une partie de ce qu'on lui a demandé, c'est de nous faire part de son expérience, de se présenter pour que, comme elle seule peut le faire, pour que nous ayons vraiment, accès à cette expérience unique. Marie. Bonjour, est-ce que je peux appuyer sur un petit bouton? Non, tout va bien, regardez, vous êtes à l'écran, il faut peut-être simplement bien parler fort. Parce que... Bonjour, eh bien, je suis donc Marie de la Chenelière, j'ai 69 ans, je vais avoir 70 ans très prochainement. Je suis une ancienne fonctionnaire de santé publique et j'ai été mariée 2 fois, d'un premier mariage, j'ai eu 3 enfants. Ma transidentité a joué dans le fait du naufrage de mon premier mariage. Donc, c'est pas facile d'être trans et c'était surtout pas facile d'être trans à mon époque. Petit à petit, les choses s'améliorent quand même. On est maintenant quand même un petit peu plus accepté. Alors, je voudrais lancer mon PowerPoint pour... oui. Donc, je ne sais pas trop comment on s'y prend. Alors, c'est écran partagé, tout ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. Tout à fait. Et en F5, je crois. Ça va être F5. Ah, non, je ne sais pas comment on fait F5 là-dessus. Je ne sais pas comment on le lance. Sur le diaporama. Diaporama, voilà. OK. Voilà, et démarre à la première. Voilà. Donc, je fais une page de garde un peu en signe de clin d'œil. C'est votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre, Steve Jobs. Et c'est vrai, j'ai qu'un regret dans ma vie, c'est de ne pas avoir pu faire ma transition quand j'étais jeune, puisque en fait, j'en ai conscience très très tôt. Et en fait,
je n'ai pas eu conscience parce que je ne me suis pas réveillé un jour où j'étais trans. C'est mon entourage qui m'a fait remarquer que je n'agissais pas comme un petit garçon. Et puis tout ça, ça m'a amené à un moment à une tentative de suicide vers 20 ans. Et là, j'ai essayé d'expliquer quand on m'a interrogé pour savoir pourquoi j'avais commis cet acte. Et j'ai simplement dit, je sais que je ne suis pas un garçon. Et d'un autre côté, les filles ne m'acceptent pas. Mais je ne pouvais pas dire les choses aussi crûment qu'on dirait maintenant, c'est-à-dire de dire je veux des opérations ou autre. Ça n'existait pas vraiment à cette époque. C'était pas comme ça. Donc j'ai vécu très longtemps dans une zone d'inconfort, en sachant un petit peu, en ayant quelques notions sur ce que pouvait être la transidentité, parce qu'il y avait quand même des choses qui commençaient à se discuter ou dont on commençait à parler, mais c'était considéré comme tellement rare que c'était bien difficile de se dire que j'étais effectivement une personne trans. Et à l'époque, on ne parlait pas de trans d'ailleurs, on parlait de transvestitique. Parce qu'il y a eu plein de choses bizarres pour ça. Alors, comment est-ce que suivant. Voilà, je vous ai mis, pour commencer, la première, une couverture d'un magazine. Alors, c'est pas moi, parce que vous voyez qu'en bas, il y a marqué 30 mai 1949. Mais c'est simplement pour vous dire, posez-vous simplement la question, mais en fait, qui est cet enfant? Et si je l'ai fait, c'est simplement pour que vous disiez, mais en fait, comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on, quand on voit quelqu'un? Et ben voilà, qui est cette personne? C'est Franklin Delano Roosevelt. Donc, là, vous voyez simplement, ce magazine représente un certain nombre de photos de cette famille qui se trouve à l'intérieur de ce numéro, et on part de son enfance, mais au début du siècle dernier, les petits garçons portaient des petites robes jusqu'à peu près 6-7 ans. Et moi-même, j'ai des photos de moi, en tout cas en barboteuse, totalement unisexe. Donc, le fait de sexuer les vêtements, c'est quelque chose de relativement récent. Et à mon époque, même mon aîné, l'échographie n'existait pas, et on a su son sexe qu'à la naissance. Mais maintenant, on le sait au bout de quelques semaines. On vit dans un monde qui est vraiment, où tout est sexué. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai une autre constatation que je voudrais partager avec vous, c'est le regard qu'on porte en général sur les enfants. Donc j'ai mis dans la littérature portant sur le développement de l'enfant, le respect du cadre normatif du genre par l'enfant est souvent désigné comme l'acquisition de connaissances. Et mon éducation à mon époque, c'était tu deviendras un homme ou tu seras une femme. Donc on voyait l'enfant un peu comme tabula rasa, il n'y a rien. Et en fait, il faut le former. Mais maintenant, vous avez tout un courant de pensée qui commence à se dire, mais c'est pas comme ça qu'on devrait voir l'enfant. On devrait plutôt les voir comme des ressources infinies de possibilités. Comment des êtres qui ne connaissent par exemple rien au langage vont finir par acquérir le langage et même la pensée, les représentations, l'écriture et tout ça. C'est donc plutôt, on peut regarder à ce moment-là l'enfant comme ayant des possibilités quasi infinies. Alors qu'on a tendance à le regarder, enfin à mon époque surtout, comme n'ayant pas tellement de possibilités, mais comme étant un être qu'il fallait former. Alors qu'il est souvent noté que les petits-enfants ont tendance à maintenir ouverte la possibilité de transformation au niveau du genre, cette tendance est souvent présentée comme un déficit cognitif plutôt qu'une capacité. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'est pas dans le genre qui correspond à son sexe, c'est souvent quelque chose qu'on cherche à corriger, alors qu'on pourrait voir que l'enfant explore en fait les possibilités du genre quand il ne porte pas les vêtements qui correspondent à son sexe. À quel âge sait-on qu'on est une fille ou qu'on est un garçon? Là, j'ai jamais pu répondre à cette question.
J'ai simplement, comme je vous ai dit, compris que je n'étais pas un garçon quand on a appelé ma maman un jour parce que je m'étais marié à l'école et en fait j'étais la mariée. J'avais un beau rouge à lèvres que j'avais pris et fait avec une craie de couleur, ça avait un goût dégueulasse. Mais vraiment, je me sentais très séduisant. Et en fait, c'est ma maman qu'on a appelée. Mais on n'a pas appelé tellement la maman de la petite fille, parce que une petite fille qui joue au garçon, c'était pas si mal vu que ça, mais un petit garçon qui jouait à la petite fille, ça, c'est quelque chose qui appelait. Et si vous pensez tous et toutes au moment où vous avez pigé que vous étiez garçon ou fille, vous verrez qu'il y a une grande partie de votre vie où vous en êtes complètement fichu. Et c'est souvent parce qu'on a posé un regard sur vous, où on vous a fait sentir que vous étiez un acte sexué, qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez remonter et dire c'est là que j'ai compris que j'étais un garçon, que j'étais une fille. Alors la question qui va avec, c'est à quel âge sait-on qu'on est une personne trans? Là, il y a eu des études qui ont été faites. Alors en bas, vous verrez que c'est fait par Transpulse. Transpulse est un groupe de garçons trans, entre autres au début, de l'Ontario, qui n'étaient pas très contents de ce qu'on pouvait dire, de la façon dont ils étaient pris en charge pour leurs soins. Ils ont créé un projet qui s'appelait Transpulse. Donc ils ont commencé à faire un énorme questionnaire, puis ils se sont alliés également à des profs de fac et ils en ont sorti tout un tas d'analyses véritablement intéressantes, et entre autres sur l'âge, à quel âge on prend conscience que l'on est trans. Donc vous voyez, 59 ans avant l'âge de 10 ans, 80% avant l'âge de 14 ans, 90 ans avant l'âge de 19 ans. Je fais partie de la première catégorie, mais pendant tout un temps, j'ai pensé que je me trompais parce que soit on m'a dit que c'est parce que j'étais homosexuel, c'était vu comme de l'homosexualité, et en tout cas, il n'y avait pas de visibilité du tout sur les personnes trans. J'ai compris, pour moi, que la transidentité m'intéressait un jour, je l'ai déjà dit dans une émission de télévision, parce que j'ai entendu une chanson de Guy Béard et qui était qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé, qu'on est bien dans les bras d'une personne du genre qu'on n'a pas. Et je l'ai entendu par Bambi. Et je me dis à maman, maman, savez-vous qui est-ce qui chante, parce que ce n'est pas Guy Béard. Et elle m'a dit, ah, c'est une dame, enfin, quand c'était un homme, enfin bon, c'est une dame. Et donc je me suis dit, c'est donc possible de changer. Et je ne vais pas poser d'autres questions, je suis retourné jouer. Vous voyez votre mère? Oui, oui. Et ça s'est donc fait comme ça s'est fait par petites touches, je dirais. Et puis après, quand vraiment j'ai été confronté au fait de ne pas être dans le bon genre ou dans le bon sexe, j'ai pris une volée de bois vert, et donc je me suis dit, bon, c'est pas possible. Et puis les adultes, ils ne se trompent pas. Donc, et après, quand j'ai vu le psychiatre, pareil, on se dit, il ne se trompe pas. Donc on se dit, ben, on se cherche. Quelle est la vérité qui peut correspondre à ce qu'on a, quoi. Il y a des gains à la transition, on n'en parle pas souvent. Les gains, c'est l'authenticité. Je suis maintenant dans un monde où je me sens vrai parce que je me sens correspondre à qui je suis. Ça m'a valu pendant des années ou des moqueries, et puis au moment de ma transition, ça m'a valu qu'il y ait beaucoup de gens qui m'ont tourné le dos. Mais pour vivre, c'était nettement plus facile. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à tricher, et j'ai plus ce sentiment d'être un imposteur, et j'ai plus surtout à jouer un rôle. Parce que pendant tout un temps, je me suis senti obligé d'en mettre une couche, d'aller plus loin, d'être plus mec que mec, d'être plus violent que les mecs violents.
Et en fait, c'est un enfer. C'est un enfer de vivre sans être qui on est. Alors ça donne également de l'énergie, effectivement, une nouvelle forme de créativité, et surtout on renoue avec l'estime de soi. Pendant toute la période où j'ai pas été, où j'ai pas pu être comme je me sentais, ben, j'ai eu un profond dégoût de moi-même. Et ce profond dégoût, c'est quelque chose, je pense, qu'on doit partager avec les homosexuels. Le fait d'être au placard et de pas pouvoir dire qui on est, ça donne cette impression que qu'on vaut rien. Et ça s'auto-renforce. Parce que on finit par se dire, mais si je disais aux gens qui je suis vraiment, ils me tourneraient le dos, ils s'éloigneraient de moi. Donc, j'en étais arrivé à un point où je savais que j'étais dans le mal-être, je savais pas exactement pourquoi. Les pistes vers lesquelles j'allais, elles étaient quasiment incroyables. Je les savais théoriquement, mais ça me terrifiait de les envisager dans la réalité. C'était vraiment très difficile à vivre. Et j'ai même essayé, et à un moment, espéré, bien que ce soit pourtant pas facile à admettre, que je sois homosexuel et que homosexuel et pas trans. Et il a fallu boire le calice jusqu'à la lie. Et finalement, eh ben, c'est un bien. Alors, il y a aussi la capacité à se projeter dans l'avenir. Tout ce que je vous ai dit sur les difficultés que j'ai rencontrées empêche de se projeter dans l'avenir. Vous ne pouvez pas vous projeter sur votre couple parce que vous savez qu'un jour ou l'autre, il va capoter. C'est difficile de vous projeter dans des projets vraiment familiaux parce que vous savez que vous êtes dans le faux, qu'un jour ou l'autre, ça se saura. Donc, vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir. Mais maintenant, je peux. Alors, je sais que mon avenir est court. À 69 ans, j'estime tous les jours que je vis du rab. Mais en même temps, j'ai du goût à vivre. Voilà, vous devez connaître, pour une bonne part d'entre vous, doivent connaître ce petit test. C'est la licorne du genre. Alors, si vous le faites, si vous le regardez bien, ben vous verrez qu'il y a pour vous-même que vous ne pouvez pas répondre que vous allez à l'autre bout automatiquement de toutes les questions comme ça à 100%. Donc vous voyez par exemple l'identité de genre. Est-ce que vous vous sentez homme à 100% ou femme à 100% ou autre? Ben non, vous voyez bien que vous allez déplacer le curseur. Et l'expression de genre, ben maintenant pour moi elle est féminine, ben elle a été masculine pendant tout un temps. Et puis mon identité de genre, ben, elle a hésité, elle a été un peu femme, un peu homme, je sais pas bien, selon les âges, ça fluctuait. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça. Quand on se pose vraiment honnêtement la question, on ne saurait pas répondre, on n'est pas à 100%. Et puis d'une certaine façon, c'est bien qu'on ne soit pas à 100% dans un genre ou dans l'autre. Comment est-ce qu'on se parlerait, par exemple, entre hommes et femmes si on n'avait que des codes hommes d'un côté et que des codes femmes de l'autre? Et on se croiserait, à la limite, on se dirait bonjour. Il n'y aurait pas plus. Alors après, ça continue, il y a l'attirance sexuelle et l'attirance sentimentale. Être trans, ça ne garantit pas du tout qu'on soit hétérosexuel à l'arrivée, ça ne garantit pas du tout qu'on soit homosexuel à l'arrivée. On peut être trans et homosexuel, on peut être trans et hétérosexuel, ou pansexuel, ou que sais-je. Là, je vous ai mis, c'est mon explication. Ça n'a rien de scientifique. C'est comme ça que je vois le monde et c'est comme ça que je vois les gens cis. Alors les gens cis, ce sont les gens qui ne sont pas trans. Parce que nous, on nous a définis comme trans, c'est-à-dire de l'autre côté d'eux. Comme vous avez les transalpins, les cisalpins. Donc il y a des gens qui sont cis, c'est-à-dire qui ont le genre et leur sexe assigné à la naissance qui correspondent, et vous avez les trans qui, eux, savent que très bien que leur genre ne correspond pas exactement à leur sexe assigné à la naissance. Donc les gens qui sont
6 sont en fait, on voit ces deux notions comme confondues. Et je ne vois pas pourquoi on parle tant du genre ou ce qu'ils appellent la théorie du genre. Ils ne comprennent pas tout ça. Parce qu'ils disent, mais c'est pas possible, ça correspond. Et pour nous, pour tous les gens qui ont la souffrance d'avoir le genre qui ne correspond pas exactement au sexe à la naissance, c'est comme si on avait une vision décalée, comme si on regardait les choses de côté. Donc au lieu de voir une éclipse, ben, nous on voit deux choses qui sont l'une à côté de l'autre. Et c'est notre quotidien. Alors bien sûr, on tend à résoudre ce problème. De la même façon que les personnes cis ont tenté de résoudre ce problème pour nous. Le plus grand groupe, le mainstream, c'est quand même les personnes cis. Donc il y a une pression de conformité. Et leur pression de conformité, pour eux, c'est simplement d'essayer de ramener le genre au sexe. Donc pendant tout un temps, il y a eu des thérapies, on a essayé de nous soigner par thérapie en essayant de faire qu'on change de genre et qu'on ait un genre qui corresponde à notre sexe. Mais pour les personnes trans, c'est pas comme ça qu'elles voient les choses. Elles sentent que leurs sentiments, leur vision de la vie, ce qu'elles ressentent, c'est ça ce qui est vrai. Donc en fait, c'est le corps qui va pas. Et donc le désir de transition s'oppose à la pression de conformité. La pression de conformité a donné tout un tas de conceptions concernant les personnes trans. Mais il n'y a eu qu'une seule façon de les soigner, c'était la transition. Donc voilà, c'est une petite animation pour montrer un peu comment ça se déplace. Suite à quoi, il y a eu trois grands types d'approches pour pouvoir nous aider. Elles sont à peu près historiques, sont dans ce déroulé. D'abord, l'approche corrective, c'est-à-dire les thérapies de conversion. Pendant tout un temps, on a essayé de nous guérir. C'est principalement la psychanalyse à l'époque qui était utilisée. Je peux vous garantir que ça ne sert strictement à rien. C'était par des thérapies où finalement on devait se découvrir et découvrir que, en gros, il y avait qu'une seule façon de vivre, c'était de se ressentir dans le genre qui correspondait en fait à son sexe. Il y a une deuxième approche qui est venue après, qui est l'approche, je dirais, attentiste, qui a été pendant longtemps l'approche de la SOFET. C'est-à-dire on prenait son temps. On prenait son temps pour voir que la personne avait vraiment envie de changer. Donc par exemple, dans les premiers protocoles de SOFET, il fallait attendre 2 ans pour pouvoir savoir si on était éligible à l'hormonothérapie. Puis on attendait encore 2 ans avant de savoir si on était éligible aux opérations. Donc vous voyez, c'était des longs parcours. C'est quoi la SOFET? Alors, c'est la société française de je sais plus quoi, c'est pour trans, quoi. Mais je sais que ça commence par société. Mais on a tellement l'habitude de l'appeler SOFET que j'ai oublié ce nom. Mais pendant longtemps, ça a été l'association qui a été en charge en France de nos accompagnements et de nos parcours. Et puis récemment, il y a une nouvelle approche qui est l'approche transaffirmative, qui est l'approche qui est développée par la WPATH, dont je fais partie, qui est la World Professional Association for Transgender Health. Et cette approche est une approche qui prend acte en fait de l'autodiagnostic que nous faisons sur nous-mêmes et qui prend acte également que notre identité de genre et notre expression de genre peuvent être effectivement différentes. On verra ça. Donc pour vous montrer en tout cas que en ce qui concerne l'approche qui était corrective, était longtemps l'approche dominante, eh bien, vous voyez, alors vous avez 2 grandes classifications des maladies mentales. Vous avez le DSM qui est utilisé, mais pas très utilisé en France, mais beaucoup utilisé outre-Atlantique,
Et vous avez la ICD qui est en fait en français la CIM, Classification internationale des maladies, et qui est utilisée en France. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir les différents noms. Donc vous voyez au départ transvestitisme, puis transsexualisme, puis désordre de l'identité de genre. Enfin, en français, c'était désordre de l'identité sexuée, parce qu'ils n'avaient pas voulu le mot genre. Chez l'enfant, transsexualisme, enfin vous voyez, toute une flopée comme ça, jusqu'à la dysphorie de genre qui est proposée et qui a été adoptée en 2015, donc pour le DSM-5. Et vous avez, en ce qui concerne donc la CIM, le transvestitisme, donc j'ai été classé la première fois quand j'ai été diagnostiqué comme transvestitite, parce que ça durait un bon moment. Et ensuite, vous avez eu le transvestisme, c'est-à-dire les travestis en français, puis le transsexualisme en deux mots, puis le transsexualisme en un mot, puis le transvestisme bivalent. Vous voyez, il y a toute une flopée, et tout ça, ça correspond en fait à des conceptions qu'il y a eu sur la transidentité. Et vous voyez que ça commençait dans les années 55, ça commençait plutôt dans la CIM que dans, c'est ça, non, oui, c'est ça, plutôt dans la CIM que dans le DSM. Donc il y a une question qu'on peut se poser, parce que pendant tout le temps où vous avez eu ces différents diagnostics, en fin de compte, en fin de course, il n'y a qu'une seule façon d'arriver à soigner les personnes transidentitaires, c'est de leur donner droit à faire leur transition. Donc, de 1965 à 2019, on compte 5 conceptions différentes dans le DSM et la CIM pour un seul traitement efficace à transition. À quel moment la psychiatrie a-t-elle été normale? Vous n'avez aucune maladie mentale qui a eu droit à une logorée pareille de diagnostics qui changeaient tous les 10 ans avec des bibliothèques entières sur la façon dont il fallait les considérer. Alors, c'est une bien curieuse maladie qu'une maladie à laquelle il faut succomber pour se sentir bien. Donc, quel que soit ce qui a été dit de la transidentité, jamais ça n'a pu correspondre à une maladie. Parce que toutes les personnes trans ont demandé à faire leur transition pour se sentir bien dans leur basket. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie à laquelle il faut succomber pour se sentir bien? Et qu'est-ce que c'est qu'une maladie dont l'étiologie change à longueur de temps? Le risque suicidaire, alors ça vient encore de Transpol. C'est très intéressant parce qu'il n'y a pas eu d'étude équivalente en France et parce qu'il n'y a pas eu cette étude sur à quel moment les trans et les jeunes trans notamment se suicident. Eh bien, en fait, c'est pas compliqué. Vous voyez le pic là où c'est marqué planning but not begun. Ça veut dire que la personne a décidé de faire sa transition, donc elle veut la faire, mais elle ne l'a pas commencé. Donc le moment où les personnes sont à risque suicidaire maximum, c'est quand elles ont décidé de faire leur transition, mais qu'elles n'ont pas encore reçu leur soin. Et c'est pour ça que c'est un peu dommage, mais c'est un peu terrible de dire des choses pareilles. Quand on sait que les jeunes trans se suicident, et qu'elles se suicident 7 fois plus que les autres jeunes, eh ben le moment le plus critique, il est là. Ce qui veut dire que si jamais des jeunes viennent vous parler et vous dire « je suis en doute, je suis dans le mal-être, j'ai envie de changer de genre », il faut ouvrir tout grand les oreilles et les prendre au sérieux. Donc c'est ce qui est mis ici. Vous voyez, vous allez à l'avant-dernier paragraphe, en 2019, 85% des Français considèrent l'homosexualité comme une manière de vivre sa sexualité comme une autre, comme 24%. Non, c'était au paragraphe à l'avant, excusez-moi. Les personnes homosexuelles et bisexuelles ont en moyenne un risque de suicide 4 fois plus élevé que l'ensemble de la population et les personnes trans 7 fois plus que le reste de la population. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la DILCRA, donc c'est ce qui est considéré comme officiel.
Et vous savez maintenant où se trouve ce risque maximum de suicide. Donc, puisque les problèmes de santé mentale sont largement causés par la stigmatisation et la pression sociale, alors je vois qu'il y a c'est Robles qui a écrit ça. Robles est également une psychologue qui vit à Mexico et qui, de mémoire, doit travailler au centre psychiatrique Ramon de la Fuente. Et elle s'est beaucoup intéressée effectivement aux jeunes, et entre autres au problème de la dépsychiatrisation. Donc, elle parle de la stigmatisation sociale, mais la stigmatisation sociale, c'est quelque chose que l'on partage également avec les malades mentaux. Les personnes qui sont dites malades mentales, ou qui sont des personnes qui présentent un trouble de maladie mentale, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'elles se prennent comme stigmatisation. Mais on le connaît parce qu'on a été classés, nous aussi, comme malades mentales. Alors, je parle un peu sans précaution. Hein. Maintenant, on dirait personne qui prendrait une périphrase. Mais à mon époque, on nous disait, on nous traitait de malades mentales. Donc, oser assumer qu'on était des personnes transidentitaires, c'était quasi impossible. Parce que ça voulait dire que vous perdiez votre travail, ça voulait dire que, de toute façon, en cas de divorce, on ne voyait plus ses enfants, les juges donnaient automatiquement au conjoint. Vous étiez obligé de divorcer. C'était pas terrible. Les interventions qui visent à changer l'identité de genre de la personne sont considérées comme non éthiques. Maintenant, et la question se pose en France parce que il y a un projet de loi qui est en train de se faire pour condamner ou pour qu'on arrête les thérapies de conversion. Mais pendant très longtemps, ça a été un peu la norme. Et ça a été la norme même en France. Maintenant, c'est plutôt, si vous avez regardé le reportage d'hier, quelque chose qui est très utilisé dans les églises. Parce qu'ils pensent souvent que l'orientation sexuelle ou que l'identité de genre, c'est quelque chose que l'on choisit. Je peux vous dire que j'ai entendu un grand nombre de personnes trans me dire ben, c'était ça ou mourir. Et je peux vous dire qu'il y a des moments de ma vie où oui, je l'ai vu comme ça. C'est ça ou mourir. Ou accepter de mourir psychologiquement, ce qui n'est pas terrible. Donc, on a effectivement tendance, si on n'a pas accès aux soins, on peut avoir tendance à envisager effectivement le suicide. La conclusion est qu'il convient d'être à l'écoute de l'identité authentique des jeunes et de soutenir les différentes formes de transition. Il y en a plusieurs, hein, parce que vous me voyez, je suis une personne qui a fait une transition d'homme vers femme. Maintenant, vous voyez beaucoup de jeunes qui sont non-binaires. Et en fait, ils sont un pas plus loin, je dirais encore dans la franchise. Bien sûr que j'ai su que je ne serai jamais exactement une femme. Et bien sûr que si mon expression de genre est féminine, et ça me serait insupportable d'être traité comme un homme, dans ma tête, c'est pas si clair que ça. Je ne sais pas vraiment ce que c'est qu'une femme. Je ne suis pas née femme. Et il n'y a pas une maman pour me valider comme femme. Pour me dire, tu es ma fille chérie, viens, je vais t'apprendre le maquillage, ou quelque chose comme ça. Et quand vous n'avez pas eu ça dans votre vie, quand vous n'avez pas été validé par vos parents, ben très souvent, il reste une zone un peu où vous n'êtes pas sûr de vous. Alors, il y en a qui sont plus sûrs, certainement plus sûrs que je ne suis de moi-même, et il y a des gens qui sont moins sûrs, et c'est quelque chose que je connais pour avoir discuté avec beaucoup de personnes trans. Et souvent, les personnes trans de mon âge, au bout d'un certain temps de transition, quand justement elles commencent à se sentir bien dans le genre d'arrivée, eh bien elles osent dire que c'est pas si facile que ça. Mais en thérapie de groupe, j'ai remarqué que quand on demande à des femmes au bout d'un certain temps, qu'est-ce que c'est qu'être femme, ben, elles sont bien empêchées, elles sont bien empêchées. Elles disent, ben, en fait, je sais pas trop. Mais tout ce que je sais, c'est que j'en suis.
Donc, ce qu'elles ont de plus, c'est ça. Elles ont été validées, et très souvent, c'est toujours ce regard qui vous est renvoyé quand vous êtes enfant. Alors, l'approche transaffirmative, c'est ce que je vous ai dit, ça simplement reconnaît le sexe de la personne comme catégorie médico-légale. L'identité de genre, ça désigne l'expérience intime de la personne. Et l'expression de genre, c'est la manière d'exprimer son identité de genre à autrui. Donc pour moi, mon identité de genre, je la souhaitais féminine, et maintenant qu'elle est féminine et que j'ai plus de problèmes et que tout le monde m'appelle madame, je n'ai plus à ce moment-là de ces problèmes, je me sens bien. Parfois, je suis réveillé. Quand quelqu'un tout d'un coup m'appelle monsieur ou me met genre volontairement ou autre. Mais en général, ça se passe assez bien. Mais il y a des moments, ça m'est arrivé dans ma tête d'avoir des moments de doute où tout d'un coup quelque chose de masculin revenait ou ainsi de suite. Je vous ai dit, c'est pas un long fleuve tranquille ou c'est pas quelque chose comme ça. Mais je sais que pour les jeunes, ça présente moins de difficultés parce que plus les jeunes sont accompagnés dans la transidentité et surtout s'il y a le soutien des parents, et mieux ça se passe. Et plus ces doutes s'estompent. Donc, pour donner un petit peu l'idée de ce que qu'est la transition, c'est comparable à la transition que j'ai vu à traverser d'un fleuve, c'était une image pour essayer d'expliquer. Il y a des gens qui désirent pas traverser et aller sur l'autre rive, c'est les personnes-ci. Il y a des personnes qui commencent le voyage et s'arrêtent sur une île entre les deux berges pour s'y établir, les non-binaires. Il y en a qui font des pauses dans le parcours, c'est-à-dire il y en a qui vont faire par exemple, vont commencer un peu à utiliser des vêtements qui correspondent plus à leur genre, mais pas tout le temps, mais pas au travail, juste en famille, et puis ça va être un peu plus invasif, et puis à un moment, tout d'un coup, ils vont passer à l'hormonothérapie, puis ils ne souhaitent pas aller plus loin, puis quelques années plus tard, ils vont faire les opérations. Et puis il y en a d'autres qui essayent de passer rapidement d'une rive à l'autre, changement d'expression de genre, d'état civil. Donc vous avez tous les cas de figure. Et puis il y en a enfin dont le processus est simple. C'est ceux, par exemple, les enfants dont les parents sont acceptants. Ils passent directement quasiment d'un genre à l'autre. Et puis, il y en a d'autres qui ont des sentiments, je vous en ai parlé un peu, des sentiments d'illégitimité. C'est-à-dire, ils se sentent trans, mais en fait, personne ne leur a vraiment dit quand ils étaient jeunes, ben oui, si, tu es bien un petit garçon ou tu es bien une petite fille, comme tu te sens. Parce qu'ils ont été éduqués une partie de leur vie dans l'autre genre, et tout ça, ça sème une confusion. Alors, ils ont juste eu un malaise, et ils ont vécu avec ce malaise, mais ils ont développé en même temps des choses, les codes qui sont du genre qu'on leur a appris. Et tout ça, ça sème de la confusion. Alors ici, je vous ai dit, il y a en fait plusieurs pays qui ont, non, je ne voulais pas dire, plusieurs pays qui ont eu une enquête à mener pour essayer de voir si l'hypothèse qui était défendue par l'OMS était vraie, c'est-à-dire est-ce qu'on peut parler d'un nouveau diagnostic d'incongruence de genre à la place du diagnostic de transsexualisme ou du diagnostic de dysphorie, c'est-à-dire en fait, est-ce que les trans, mis à part leur dysphorie, est-ce que les troubles psychologiques qu'ils présentent sont liés à eux ou sont liés à la société ou sont liés à autre chose? Là, vous voyez là le niveau de détresse des personnes, donc au Brésil 90, 87% en France, vous voyez, il est très fort, hein, le niveau des jeunes trans en France, est quand même second sur toutes ces études. Et vous voyez à côté, c'est les dysfonctionnements, c'est par exemple les jeunes trans qui vont abandonner leur scolarité ou qui vont perdre leur emploi ou qui vont se sentir très mal dans leur famille et fuir leur famille. Et puis vous avez à côté le rejet social dans la famille, parmi les amis à l'école. Et vous noterez qu'en France, le plus grand rejet, c'est à l'école que ça se passe. Donc j'ai participé à cette étude qui concerne la France. Et
toutes ces études ont été les mêmes et je pense que j'ai eu la chance et l'honneur d'être la seule personne trans qui est dans toutes ces études, enfin que je connaisse, qui ait participé à cette étude. Je remercie le CCOMS, donc le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale pour la santé, de m'avoir fait appel et de m'avoir permis de participer à cette étude. Et il faut savoir que le Conseil de l'Europe avait demandé dans une résolution de 2015, un numéro 2048, il avait demandé que les personnes trans soient associées aux études qui les concernent, notamment en ce qui concerne leur santé et en ce qui concerne les recherches sur les études qui concernent en matière de suicidabilité, de suicide. Donc ce qu'il faut comprendre en tout cas de tous ces chiffres, c'est que vous voyez, le rejet social tient une large part, et ça c'est prouvé dans l'étude, au dysfonctionnement qu'on peut avoir. C'est-à-dire que la personne trans, tous les problèmes qu'elle a et qui concernent l'écart entre le genre et son sexe de naissance, ça se résout très bien par la médecine, ça se résout très bien avec les hormones et ça se résout très bien avec la chirurgie. Mais par contre, on ne peut rien contre le rejet. On ne peut rien contre la méchanceté. C'est un travail de fond qui doit se faire dans la société. Et ce que vous avez là sous les yeux, c'est énorme. Et beaucoup de maladies mentales pourraient avoir un tableau comme ça, quoi. C'est-à-dire de voir l'impact qu'a le rejet de ces personnes. Parce qu'il y a un lien très fort entre le fait de se sentir inadapté dans la société et le fait de se sentir rejeté. Vous pouvez être tué d'un regard. Vous pouvez être tué d'une mauvaise phrase. Et c'est assez difficile à vivre. Ou alors, vous vivez une vie qui est fausse. Personnellement, j'ai été traité jusqu'à vers 10 ans j'étais une fille. Mais je vais vous dire une chose. Être traité de fille méchamment, ça vous empêche d'accepter que vous êtes une fille réellement. Parce que vous comprenez qu'être traité de fille à l'école par d'autres garçons, c'est une insulte. Alors si dans le secret de votre cœur, vous vous sentez une fille, ben, ça ne facilite pas les choses. Et cette fille que vous avez en vous, ben, vous ne chercherez pas à ce qu'elle s'exprime. Parce qu'elle est déjà clouée au pilori avant même de sortir. Donc c'est assez difficile à l'école quand on n'explique pas tout ça aux jeunes que, en fait, ce genre de conneries qu'on dit aux petits copains, c'est pas terrible. Parce que peut-être que le petit copain, c'est une petite copine. Donc je vais vous donner maintenant quelques exemples de transphobie. Donc ça, c'est un mail qu'on m'a écrit, donc j'ai enlevé ce qui pouvait identifier à personne. J'ai récemment postulé au sein de société pour retirer le dossier, je n'ai eu aucun problème. Par contre, il fallait forcément que j'apporte plusieurs documents sur lesquels était mentionné monsieur. Les messieurs qui m'ont reçu se sont rendus compte que j'étais une femme transgenre à cause de mes documents. Leur attitude envers moi a brutalement changé en un quart de seconde, de très cordial, sympathique et même dragueur à hostile. Toutes les trans ont connu ça. J'ai connu ça très souvent. Et je peux même vous dire qu'il y a des personnes qui vont vous dire gentiment, mais pourquoi tu vas te conduire comme une trans avec nous et que dehors ou dans telle situation tu n'oses pas? Parce qu'ils ne voient pas l'immensité du courage qu'il faut arriver à avoir. Ils ne voient pas tout ce que c'est. Alors quand on pense, par exemple, à ce fait qu'il y avait au départ dans le parcours le test dans la vie réelle, c'est-à-dire il fallait sortir habillé en femme sans avoir de soins, c'est-à-dire vous aviez une jolie bleutée de barbe, alors vous imaginez à Paris ce que ça pouvait donner, quoi.
vous sortiez dans la rue comme ça, et de toute façon, c'était pas la peine de prendre le métro, on vous avait déjà pété la gueule au coin de la rue quand vous étiez sorti. Et on a été condamné à des choses comme ça. Et même si vous faites en début de transition, vous êtes et que vous allez avoir les soins, vous n'allez pas perdre de jolies meulettes de marque comme ça en 2 secondes. Donc au début, vous avez ce qu'on appelle un mauvais passing. On ne vous voit pas dans l'autre genre. Et dans cette partie-là de la transition, c'est encore la période de tous les dangers. C'est encore une période où il y a beaucoup de suicides. Vous êtes en début de soins, mais que vous n'avez pas un bon passing. Si vous vous souvenez des petits schémas que je vous ai montrés, des petits histogrammes que je vous ai montrés, ben vous voyez que ça retombe, mais que ça ne retombe pas à zéro. Parce que dans toute cette partie-là, dans toute la partie où on commence à avoir un passing correct, on est quand même en danger. Comme j'ai fait ma transition assez tardivement, ça a été assez long pour moi. Donc je peux vous dire que j'ai bien morflé pendant 2-3 ans. C'était assez dur. C'était vers quel âge Ben moi, j'ai vraiment fait ma transition en fait à 60 ans. J'ai commencé, c'était passé 60 ans. J'ai commencé un peu avant ma retraite, mais j'avais pas dit quoi. Puis je prenais des chemises un peu plus larges parce que c'est la poitrine qui commençait ou autre. Je l'ai dit à mon dernier conseil d'administration. Les syndicats ont demandé une suspension de séance. Dans les 10 minutes qui ont suivi, tous mes établissements étaient au courant que je faisais une transition. Que j'étais une personne transidentitaire. Et après, j'ai fini jusqu'à mon départ dans un calme religieux, parce que je me promenais dans les couloirs et tous les gens rentraient. Je pense que je vais dire et donc, c'est mon téléphone qui était assez fréquenté, tout d'un coup, s'est arrêté de sonner. Je vais mettre une question. Et vos enfants, vous avez indiqué tout à l'heure que vous avez des enfants, si ce n'est pas indiscret, Bon, je ne dirais pas grand-chose sur eux, d'abord parce qu'ils m'interdisent d'en parler. Tout ce que je peux dire, c'est certains qui ont accepté et d'autres qui n'ont pas accepté. Selon quoi, je suis dans le cas le plus fréquent qui existe, surtout pour les personnes de mon âge. C'est un peu différent maintenant. Et maintenant, quand on reçoit des couples en transition, quand monsieur ou madame est en transition, il n'y a pas un pronostic mauvais. Ça dépend, je dirais, si la personne a été vraiment amoureuse de vous ou pas, ou amoureux de vous ou pas. Et il faut comprendre également que le conjoint vit, si vraiment elle aime son partenaire, elle va faire toute une évolution. Quand j'ai dit à ma compagne que j'allais faire une transition, elle m'a dit, mais tu veux devenir un handicapé physique? C'était pas terrible. Et puis quand ma poitrine a commencé à se développer, elle m'a appelé son sumo mamlu. C'était déjà plus mignon. Après, elle a commencé à m'accepter comme j'étais, mais j'étais pas opéré. Alors elle m'a appelé ma Marie du haut et mon mari du bas. Et maintenant, elle dit Marie, ma richesse. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est si on a du temps, parce que nous, on veut aller vite dans nos transitions, pour nos compagnes ou pour nos compagnons, par contre, c'est toujours trop vite, parce qu'il faut le temps que ça change dans leur tête. Et les choses se font. Mon corps a beaucoup changé. Et pendant tout un temps, ma compagne ne savait pas trop où mettre les mains. Mais petit à petit, je peux vous dire que elle a reconquéri tout le territoire. Voilà, alors autre exemple d'imbécilité qu'on trouve, donc on a toujours des organes masculins quand on est enfant, même quand on a fait sa transition, et il y a certains actes
comme par exemple les suivis prostatiques chez les hommes, ou le fait d'avoir des frottis utérins pour des hommes trans, donc pour des hommes qui ont encore partiellement un corps de femme. Et alors, la sécurité sociale, dans des cas comme ça, vous renvoie des morceaux de bravoure. Vous allez adresser une demande de remboursement de soins vous concernant après l'examen de votre dossier. Votre demande ne peut être traitée car le code machin truc plus n'est pas compatible avec votre sexe. Ça existe encore aujourd'hui. Ça fait maintenant 50 ans qu'il y a des personnes qui sont opérées en France, mais je ne sais pas pourquoi, c'est le summum de ce qui peut exister comme transphobie administrative. Jamais, jamais, jamais les codes n'ont été adaptés. Donc, on vit littéralement avec l'administration, en tout cas vous voyez avec celle-là, c'est Kafka. Transphobie médicale, donc suite à l'exigence d'un chirurgien de consulter un psychiatre, voici la réponse de la patiente. Étant femme à l'état civil, je me demande si on imposerait les mêmes conditions de parcours à un homme trans qui me demanderait d'être opéré d'une gynécomastie. Une gynécomastie, c'est à l'andropause, les hommes peuvent développer une poitrine, tout simplement, parce qu'ils n'ont plus d'hormones mâles. Et dans un cas comme ça, est-ce qu'on leur demanderait de voir un psychiatre, comme nous, on exigeait qu'on voit un psychiatre? Réponse du chirurgien. Pour faire simple, même parcours pour un homme vers mastectomie si ce parcours est inscrit dans une demande trans. Alors, si vous êtes une femme trans et que vous êtes femme à l'état civil, eh bien, ça veut dire que du point de vue de ce chirurgien, vous n'avez pas votre citoyenneté. Vous êtes une trans. Donc, comme beaucoup de religions d'ailleurs, ce sont des personnes qui jamais ne considèrent, n'ont de respect ni pour la loi, ne respectent pas la loi, ni ne vous respectent dans votre ressenti et considèrent tout simplement que vous êtes trans pour le restant de vos jours. Donc on ne pourrait pas aller d'un genre à l'autre. Ce serait impossible. C'est assez curieux et assez problématique quand on voit que c'est un chirurgien. Que faire si vous êtes trans? Vous renseignez sur Internet, mais gardez votre sens critique. Il y a plein de fake news sur Internet et vous avez des sites également qui vont vous expliquer gentiment qu'en fait, il faut bien réfléchir, il ne faut pas changer de genre et ainsi de suite ou autre. Bref, derrière tout ça, vous allez trouver des trucs religieux ou autres et pas des choses qui ont trait à la santé ou pas des choses qui ont trait en fait à une information. Mais l'information elle-même, vous devez la regarder. Parce que si c'est le copain ou la copine qui dit ça se passe comme ci ou ça se passe comme ça, son corps n'est pas le vôtre. Donc il faut faire très attention à ce qui est donné sur Internet. Ça a une valeur générale globale. C'est intéressant pour savoir que vous appartenez à une communauté, que vous allez vous heurter à des problèmes qui vont sensiblement être les mêmes. Mais ce n'est pas toujours vrai. Il ne faut pas prendre ça comme parole d'évangile s'il s'agit de dosage hormonal ou de choses comme ça. Là, il faut quand même reconnaître que malgré tout, un médecin est pas mal placé pour pouvoir discuter de ce genre de choses. Mais ça ne vous empêche pas de discuter avec votre médecin du traitement que vous recevez. Vous vouliez dire quelque chose peut-être? Oui. Ensuite, recenser ses ressources et ses soutiens avant le coming out. Oui, c'est toujours plus prudent. C'est-à-dire, il ne faut pas faire son coming out comme ça, ou penser, si on fait son coming out partiellement, ou en tout cas bien réfléchir qu'en fait, les gens peuvent se parler. Et deuxièmement, il y a des choses qui sont différentes avec le coming out gay. Si vous commencez votre transition avant d'avoir fait votre coming out, c'est votre corps qui va faire le coming out pour vous. Donc, vous êtes dans une situation qui est particulière si vous êtes trans. Donc, il faut voir quel est le soutien. C'est pas compliqué. Dans la famille, il faut commencer votre clan en allant vers ceux qui vont vous soutenir d'abord. Et faire ensuite qu'ils se connaissent et puis faire un peu d'activisme au milieu de ce petit noyau et petit à petit voir comment vous allez faire pour arriver à vous imposer ou vous faire le petit nidouillet dont vous avez besoin pour pouvoir arriver à dire voilà, je suis trans et comment vous arrivez à le dire. C'est très important en tout cas de faire ça. Donc, recenser ses ressources et ses soutiens avant le communiquer.
Et puis enfin, je voulais vous dire que le défenseur des droits avait pris, vis-à-vis des personnes en scolarité, quand même, avait donné une recommandation. Le défenseur des droits recommande aux chefs d'établissement scolaire et d'enseignement supérieur de permettre aux mineurs jeunes transgenres de se faire appeler par le prénom choisi, d'employer les pronoms correspondants, féminin, masculin ou non binaire, IEL par exemple, et de respecter les choix liés à l'habillement et en prenant en considération leur identité de genre pour l'accès aux espaces non mixtes existants, toilettes, vestiaires, dortoirs. Le défenseur des droits recommande au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche d'établir un guide de bonnes pratiques et des formations à destination des équipes éducatives et de mener des campagnes de prévention auprès des élèves et des étudiants pour favoriser l'inclusion de genre des personnes trans. Voilà. Merci. De terminer en nous donnant à nouveau du travail, puisque maintenant nous apprenons que nous devons faire un guide de pratique. Ouais, et on a commencé le travail avec toi. Voilà, moi j'ai pris plein de notes, donc j'ai déjà quelques petits éléments. Alors, je voudrais d'abord vous remercier vraiment à nouveau très fort, et puis inviter les quelques personnes présentes, mais aussi, là je ne sais pas si on peut peut-être tourner dans la salle virtuelle, à poser des questions, probablement plutôt par écrit, et puis on les lira et on essaiera d'y répondre. Enfin, Léon, j'ai deux petites questions. je parle bien fort, Léon. Je crois que j'ai deux petites questions. Tout à l'heure, vous parliez de... Enfin, vous avez évoqué la non-binarité et vous parliez du fait que dans votre vie, vous aviez ressenti un genre qui n'était pas toujours formellement ou entièrement féminin. Et je me demandais ce qui vous avait arrêté sur ce féminin-là et pourquoi vous n'étiez pas... Enfin, pourquoi, c'est un peu difficile, j'imagine, de répondre pourquoi, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes arrêté de l'autre côté du fleuve et que vous n'êtes pas resté au milieu ou que c'était un désir profond de... Quand j'étais enfant, c'était relativement simple. C'est devenu plus confus après. J'ai jamais eu par contre, vraiment de délire, même si j'ai été traité de psychotique en psychanalyse. Mais pour moi, c'était clair qu'effectivement, il y avait bien deux genres. Mais je m'étais dit, j'ai toujours pensé que j'aurais préféré avoir un petit abricot plutôt qu'une petite virgule. Mais je savais que c'était pas moi. Alors, comme beaucoup d'enfants, j'ai pensé à maman par de la magie ou dans mes rêveries. Je pensais que ça pourrait changer. Ce qui fait que très très vite, en fait, j'ai su que c'était ce vers quoi je tendais, mais je savais que c'était pas exactement possible. Donc j'ai bien éprouvé cette dysphorie. Et je l'ai eu à m'accompagner toute ma vie. Et je savais que ce ne serait jamais totalement complet. Et puis j'ai fait une année de médecine. C'est pas suffisant évidemment, mais c'était l'année où justement j'ai fait ma tentative de suicide. Mais c'était très très dur pour moi. Mais j'ai fait beaucoup d'anatomie, d'embryologie, donc je savais également la nature. Je savais que j'aurais jamais un cariotype qui serait un cariotype féminin. Il faut que je fasse. Donc je savais que ce serait quelque chose d'approchant, mais pas quelque chose de total. Alors, je dirais simplement que c'est quelque chose dont je me rapproche constamment, le fait d'être de la féminité. Mais on perd pas ça, hein. On perd pas tous ces codes masculins d'un coup, et puis surtout à 60 ans. Et puis pendant longtemps, j'ai eu une espèce de colère, une espèce de rage. Et moi, je le vois, des fois, j'ai des jeunes femmes trans qui sont désespérées, qui vont vociférer des mecs. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas des femmes. Ça veut simplement dire qu'elles sont dans la détresse et elles s'expriment comment? Pas avec les codes qu'elles ont appris. Et quand on est déstabilisé, on revient à nos codes les plus anciens qu'on a appris.
c'est que petit à petit qu'on apprend toute la gamme et toutes les nuances d'expression féminine qui existent. Donc ça se fait par une espèce d'apprivoisement. Ça se fait aussi au contact de l'autre. C'est-à-dire, j'ai la chance dans mon couple d'avoir une femme qui m'aime profondément. Et on a donc eu beaucoup de discussions. Et il y a eu des fois son désarroi, ou des fois sa compréhension, son envie de venir me chercher là où j'étais. Et tout ça, ça a été l'occasion d'arriver à m'apprendre des codes féminins. Au début, j'ai fait comme beaucoup de trans. J'ai utilisé des vêtements que porte pas une femme. C'est outrancier. Ils diront, c'est des femmes légères qui ont tendance à porter ce genre de vêtements. Et puis, on abandonne ça. Parce que justement, la femme qu'on a en soi, quand au départ une petite fille, mais qui grandit, qui passe par l'adolescence, c'est un adulte, ben, elle va se répandre, elle va prendre possession de nous et ça va se faire doucement. Et alors on commence à se poser des questions différemment, on commence à se dire, ben, si on regarde comment s'habillent les femmes, elles essayent d'harmoniser les couleurs, c'est pas n'importe comment. Et puis elles portent pas 50 couleurs. Elles harmonisent leur tenue à partir d'une ou deux pièces fortes qu'elles ont sur elles. Elles vont bâtir, elles vont construire ça, donc on apprend ça. Et puis, si on se trouve à l'aise, effectivement, parce que c'est quelque chose qui correspond à de féminin en soi, ou qui se développe, où on y prend, et après, on se retourne, et on se dit, est-ce que je reviendrai en arrière? Est-ce que je reviendrai avec mes vêtements masculins? On se dit, non, c'est pas possible. Je suis trop bien comme ça. Et c'est souvent comme ça qu'on vérifie, en fait, si la transidentité a été un bon chemin. Si on revient en arrière, on regarde son passé et qu'on se dit, non, ça je l'ai acquis, je ne reviendrai pas là-dessus. Alors tout d'un coup, il y a quelque chose de solide qui est en train de se construire. Petit à petit, on sait qu'on est sur le bon chemin, qu'on peut continuer. Donc, au point où j'en suis, il y a des choses qui sont acquises, et puis il y a des choses encore qui ont besoin d'être acquises. Et puis il y a une autre chose également qui se passe, qui est plus active, c'est que les femmes viennent vous chercher et vous intègrent. Alors il y a un truc que ne connaissent pas les hommes. Et bon, comme beaucoup de femmes, parce qu'on nous raccourcit l'urètre, donc c'est beaucoup plus court, on va dire les choses comme ça, on a fait plus facilement des affections urinaires. Et moi, alors là, j'ai été scotché, parce qu'autour de moi, il y a eu toute une flopée alors de femmes qui étaient autour de moi, qui étaient là, mais vraiment dans la compassion pour pouvoir m'aider, pour pouvoir me donner accès aux toilettes, pouvoir me trouver du ruffol ou je sais pas quoi. Enfin bon, incroyable la solidarité féminine. C'est des choses que connaissent pas les mecs. Ils ne le connaissent pas de cette façon-là. Non, ils ne le vivent pas de la même façon. De la même façon que elles savent que si elles ont quelque chose, un secret à partager, puis que si elles sont au milieu des mecs, et de toute façon, on ne peut pas vraiment s'exprimer, brout, il suffit d'aller aux toilettes, se recoudre le nez, il va à 3-4, et puis voilà, c'est. Donc on apprend ces codes. Et on apprend les deux codes. Et en fait, on voit bien au bout d'un certain temps si on se sent plus à l'aise dans l'un ou dans l'autre. Et en fait, pour moi, ça a été mieux. C'est plus facile. Ça fait la transition avec la question de Max. Ce serait quoi votre conseil pour permettre l'intégration d'une personne trans dans la société? Dans la société. Dans la société, il faut prendre conscience qu'il y a des actes qui sont effectivement transphobes. Là, il faut prendre conscience qu'on est confronté à une violence. Et je pense que c'est un problème qui est, comment dire, il faut qu'il soit saisi par la ville. C'est-à-dire, il faut que ce soit saisi dans nos lieux de vie publics. Il faut qu'il y ait des espaces qui soient sûrs, pas forcément pour les trans, mais il faudrait qu'il y ait des endroits qui soient sûrs dans la ville,
pour les femmes, les gays, les trans, où on puisse y aller plus en sécurité, où on se sente mieux. Il faut qu'on puisse développer également une perception non pas uniquement médicale des gens, mais également environnementale. Qu'est-ce que peut faire un jeune s'il doit rentrer chez lui et qui sait qu'il va être rejeté ou qui sait qu'il va être heurté par la violence? Il n'y a donc pas suffisamment de lieux pour accueillir les jeunes où ils peuvent se mettre en repli. On parle du refuge, mais c'est pas suffisant. Refuge. On parle d'associations, mais non, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait plus de place pour pouvoir recevoir les personnes qui se sentent insécurisées. On fait maintenant des endroits également pour les femmes battues. De même, il devrait avoir des endroits pour les jeunes homos, les jeunes trans, et pas forcément avec un côté aussi associatif que ça. Ça devrait même, à la limite, pouvoir se développer en internat ou autre. Je veux dire, c'est en ça que je dis, il y a toute une réflexion à mener dans la ville. Et quel conseil et quel lieu vous donneriez justement à une jeune personne trans qui aurait besoin d'avoir ces lieux de refuge dans une ville actuellement ou dans sa vie, dans la société? Vers quoi vous l'orienteriez? C'est très difficile. Il y a quelques associations comme EOL à Lille, Lettres, je crois, à Strasbourg, et autrement, mais c'est que pour 6 mois le refuge, les associations du refuge, mais il y a très très peu de choses. Vraiment, c'est un très grand problème. Pour nos élèves et étudiants, je dois dire que lors de la réunion qu'on a eue à la Sorbonne à l'automne, on nous a donné des noms, des adresses que j'ai oubliées, mais effectivement, il suffit de nous les demander d'une manière ou d'une autre, parce que là, ça ne me revient pas. Mais à Paris, il y a également une association du même type, avec des gens qui sont et concernés et d'une totale neutralité. Vous ne voyez pas le nom que... C'est bien, et en même temps, ça ne répond pas à la question qu'on a posée. Il faudrait que ce soit un effort quasiment au niveau de la ville. Il faudrait même qu'on puisse avoir, je ne sais pas moi, dans les internats, que l'école puisse être un endroit où qui puisse être suffisamment sûr pour pouvoir vivre sa transition, quoi. Et puis s'il y a besoin d'un moment on appelle des familles que ça se passe, ben, mieux que ça puisse arriver à se faire. Mais c'est simplement parce qu'on est en début de réflexion. Il faut en vouloir à personne. Moi, je me souviens, la dame qui était venue témoigner à cette réunion disait quelque chose auquel on ne pense pas du tout, mais qui m'avait marqué. Pour les jeunes écoliers, ou enfin, étudiants ou lycéens en transition, aller aux toilettes, ça devient une vraie question difficile puisque la binarité est là et que du coup, et donc la question qu'elle posait, c'était de savoir dans quelle mesure il y a encore nécessité de vraiment séparer les deux. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous dites adapter? Ce que j'en dirais, c'est que j'ai eu ce symptôme. Il est moins fréquent en France qu'outre-Atlantique, mais moi, j'ai eu ce symptôme. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, j'ai été obligé de... Je ne pouvais pas faire pipi dans les avions, je ne pouvais pas faire pipi dans tous les lieux où je me sentais insécurisé. Et mon problème a commencé à se résoudre quand j'ai eu accès aux toilettes des femmes, mais où j'étais plus également, où ça pouvait se faire, quoi. Ouais. Donc il a fallu que mon passing commence à être avancé, mais à partir de là, j'ai pu arriver à plus avoir ces problèmes que j'ai eu. Et j'ai vraiment, vraiment souffert, c'était alarmé quand il a fallu faire des exercices et qu'on dit à tout un camion de descendre et de faire pipi. Et moi, j'étais obligé de dire que j'avais pas envie ou je sais pas quoi. Et en fait, j'attendais 10 heures de suite ou des choses comme ça pour pouvoir arriver à faire pipi. Alors, c'était possible, ça a toujours été possible pour moi avec des personnes que je connaissais bien, avec qui je me sentais en sécurité. Mais dès que j'étais dans un groupe ou je me sentais pas en sécurité, c'était pas possible. Et ça a complètement disparu à partir du moment où j'ai pu aller dans les toilettes. Voilà. Donc c'est assez curieux. En plus d'un problème social, ça devient même un problème médical parce que les jeunes qui se retiennent pendant 10 heures, 12 heures de toute une journée de cours, ça crée des cystites, des infections, etc. Oui. Au-delà du social, ça devient... Elles sont plus fréquentes dans notre population que dans toutes les autres populations. C'est un problème de santé, en fait. Oui, ça devient un problème de santé. Au-delà du social, déjà, qui est lourd à supporter, et du regard, etc.
Alors le mieux, c'est effectivement, bon, ici en France, on se bat pas trop quand même pour les toilettes. Alors il y a toujours le problème des garçons qui comprennent pas que quand ils utilisent leur petit instrument pour relever comme La cuvette. je pense que là, il y a une éducation à faire, mais bon. Voilà. Et autrement, oui, dans des espaces de vie communautaire, on peut arriver à éduquer les personnes. Et si on peut avoir des toilettes unisexes, c'est bien. Et s'il n'y a pas de moyen, ben, il faut autoriser effectivement les personnes transidentitaires à aller dans les toilettes qu'ils souhaitent, qu'elles souhaitent. Ça, c'est évident. Je voudrais te poser une question. Comment expliquez-vous que la psychanalyse, pour laquelle j'ai beaucoup de respect par ailleurs, soit si bornée sur ces questions? C'est le cas apparemment. Il y a quelqu'un qui est très respecté parmi les psychanalystes et qui pour moi a vraiment été avec nous une horreur, c'est Lacan. Dans un entretien avec Michel H, il faut vous imaginer ce que c'est. Hein. Il parle, Lacan est derrière une table et il y a la personne trans qui est en face de lui. Derrière lui, il y a 5 médecins. C'est important, et il interviewe la personne trans et il lui dit et finalement, vous faire opérer, c'est quoi? C'est vous faire couper la queue. Et si on relit ce qu'il dit, c'est d'une violence qu'on ne supporterait pas aujourd'hui. Et les réponses de ce Michel H sont top. Et après, il a fait des écrits dans lesquels il a dit que, en fait, on se trompait, qu'on faisait une confusion entre le signifiant et le signifié, et que le signifié est en fait la jouissance, et que le signifiant était le signifiant phallus, et que nous, on voulait se faire enlever donc, l'organe en confondant donc le signifiant et le signifié. Mais c'est quelque chose qui pendant longtemps, ça m'a, comment vous dire, terrifié. Pendant longtemps, ça m'a culpabilisé. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais c'est complètement ridicule. La moitié de l'humanité a un vagin et un clitoris, et à mon avis, ça pourrait très bien être un peu de jouissance, non? À tout hasard. Donc, là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui clochait. J'ai posé la question à un psychanalyste de Paris 8, qui m'a répondu qu'effectivement, c'était la bonne question à se poser. Et c'est quelqu'un qui connaît très bien Lacan, c'est Dany Aouche. Donc, voilà. Mais vous avez vu que Madame Rodinesco, ces derniers temps, a montré également, elle qui est spécialiste de Lacan, a montré également, a parlé carrément d'épidémie de personnes transidentitaires. D'accord. Donc, tenez-vous à bonne distance de moi. Vous risquez d'être contaminé. Voilà. Moi, j'avoue, ce ne sera pas vraiment une question, mais quand même une remarque qui peut concerner, enfin, oui, une remarque. D'un point de vue intellectuel, puisque en tant qu'enseignant dans cet établissement, c'est aussi une question, une façon d'aborder cette expérience qui n'est pas la vôtre. Et, quand on est de l'extérieur ou ignorant, on vous écoute, il se trouve qu'il y a quelque chose que j'arrive toujours pas à bien saisir, et tellement pas que j'arrive pas vraiment à le formuler, vous allez voir, c'est que puisqu'il s'agit, vous le dites bien, de code féminin, masculin, vous dites, c'est-à-dire en fait de pratiques sociales, j'ai du mal à mettre cette idée-là en relation avec le besoin, on dirait presque physique, de ce passage, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Je crois sentir ce que vous voyez, je pense que par exemple, vous avez bien montré qu'on peut effectivement pas mettre ces différents, je rappelais lundi, les 3 notions, donc sexe, biologique, la sexualité et
Je pense quand même que c'est la même chose pour des personnes qui ne sont pas concernées par l'homosexualité et qui ont sans doute du mal à comprendre ce qui... Vous voyez, quand on n'est pas concerné. Et là, j'avoue que moi, dans mon effort pour essayer oui, de comprendre, on va dire, de saisir ce qui se passe, il y a quelque chose que j'ai toujours pas assimilé. Alors, je vais essayer, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, Moi non plus. mais je vais tenter de... Nous vivons entre deux mondes qui sont antagonistes. Il y a d'un côté des gens qui sont fanatiques de la religion, de la médecine, donc primauté du corps, il y aurait comme une loi naturelle et des choses qui seraient naturelles et le sexe est une donnée naturelle et ainsi de suite. Et qui nous disent, mais quand vous voulez changer de genre, en fait, vous voulez changer de genre, on ne comprend pas, mais on arrive à comprendre quand même que vous voulez changer d'un genre, complètement d'un genre à l'autre. Ils l'envisagent dans cette binarité-là. Mais pour eux, le monde, il est essentialiste. Par essence, si vous êtes un homme, vous êtes comme ci ou comme ça. Par essence, si vous êtes une femme, vous serez comme ci ou comme ça. Et puis, vous avez d'un côté des constructivistes. On va y rattacher Butler. Vous êtes ce que vous performez. Et en fait, pour nous, on n'appartient ni aux uns ni aux autres. Mais les deux factions essayent de nous récupérer. Les cathos, par exemple, essayent de nous récupérer d'une certaine façon. Parce qu'ils nous disent dans leur grande compréhension qu'en fait, on est dans une grande souffrance, mais qu'on appartient quand même à ce sexe de naissance, mais qu'on est dans la grande souffrance de ne pas y être. Mais pour eux, c'est quand même par essence que ça se passe. C'est comme ça. Et donc, il faut essayer de nous corriger. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer dans le fait des thérapies correctives. Puis vous avez les autres qui disent, mais de toute façon, vous êtes ce que vous performez. Mais en fait, la personne trans, qu'est-ce qu'elle se dit? Ben, si j'ai envie de changer de genre, c'est bien qu'il y a quelque chose dans votre genre qui est vrai. Donc elle dit bien que les essentialistes n'ont pas totalement tort. Et elle sait très bien que pour arriver à aller vers l'autre genre, eh ben, il va falloir qu'elle fasse des choses qui soient construites. Donc, c'est vrai que, par exemple, moi, je me reconnais, comme je vous dis, je me reconnais femme. Donc, d'une certaine façon, j'ai une certaine binarité. Et je construis cette féminité. Pourtant, je ne me reconnais ni dans le constructivisme, parce que j'ai cette chose qui m'attire, ce désir qui m'attire, d'aller vers ma féminité. Et d'un autre côté, je ne nierai pas ce que me disent les constructivistes, parce que je suis très conscient que j'essaye d'acquérir des codes et que j'essaye de me construire comme ça. En fait, je passe entre les deux. Je passe entre les deux et il y a quelque chose qui est plus. Il y a quelque chose qui est comme une structure qui s'intègre. Et je suis plus que la somme de mes parties, ou je suis plus que que la façon dont on me définit. Et je sais très bien parce que, en fait, au fil du temps, qu'est-ce qui se passe en moi? Ben, même s'il y a un code ou s'il y a un genre dans lequel je me sens bien, je connais les deux codes. Et je me trouve dans le cadre de Tirésias. Il a été homme, il a été femme. Et ça change le regard sur le monde. Ce qui fait qu'en définitive, ce qui au départ me paraissait comme une difficulté, c'est-à-dire, est-ce que vraiment je vais arriver à pouvoir me développer comme une femme, devient en fait tout simplement maintenant une richesse. Il y a bien sûr une polarité vers laquelle je tends, mais tout ce que j'ai connu avant n'est pas à détruire.
Et ça me permet d'arriver à mieux comprendre certaines choses. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et ce que je voulais dire, c'est que je n'étais ni dans un monde ni dans l'autre. Oui, oui. Et que je navigue entre les deux. Et que ça offre également des avantages. Mais disons que ce que je vois bien, c'est que les conférences qu'on organise, si je repense à celle d'hier où il était question du sexe, enfin de la mention de sexe, on voit bien que, et puis même en fait à ce que je disais lundi, on est bien ici dans la nécessité, à cause d'une évolution sociale, de possibilités médicales. En tout cas, on a des nouvelles catégories à inventer. On a un peu l'impression, vous dites, on est entre les deux. C'est-à-dire que le schéma dont on dispose actuellement offre pas vraiment de réponse à cette question qu'on se pose sur le fait que un être humain, c'est aussi un être social. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension-là oui, qu'il faut prendre en compte, même si c'est de l'acquis et non pas de l'inné. Il y a les deux. Il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux, mais même dans n'importe quel. Je pense que même chez les personnes cisgenres, il y a l'inné qu'on a, parce qu'on est comme si on est comme ça, Oui. mais l'acquis varie. Donc même on se sent jamais 100% femme, 100% homme. C'est un peu comme le curseur que vous montriez au début. Donc je pense même que la notion de binarité masculine-féminine est déjà en elle-même obsolète en fait. Voilà, non mais on est bien d'accord. Même pour les personnes cisgenres qui s'identifient à leur genre de naissance. Pour moi, je pense que c'est quand même, c'est au-delà, comme vous dites, que ça aille vers la transidentité, vers la non-binarité, vers... Mais ce que je voulais dire, en tout cas, c'est ça a souvent été présenté comme une déficience. Et j'aurais tendance à dire que c'est un chemin, mais qu'on a la façon dont on est structuré, c'est un peu, comment dire, ça obéit à une structure holistique. On devient plus. Alors que souvent on nous a présenté, c'est pour ça que je vous ai mis ce petit encart concernant les possibilités des enfants au début. En fait, on découvre qu'on a eu toutes ces possibilités et qu'en fait, ce qui est au départ une source de désarroi devient en fin de compte, quand on est quand même, quand on peut vivre dans le genre que l'on désire, ça devient une richesse. Et alors qu'on a vu ça comme un handicap pendant des années, on est en train de voir ça au bout du compte. Finalement, c'est riche. Et donc, beaucoup de trans se posent la question, qu'est-ce que je fais de ma vie passée? Est-ce que je nie cette vie? Est-ce que je la bavarde? Ou est-ce que je la vis en continuité? Et je me suis longtemps posé la question. Et maintenant, je vois que c'est mieux de la voir en continuité. Mais il y a quand même un regret d'années perdues où j'aurais pu vivre plus tranquillement, plus paisiblement avec moi-même. Mais ayant connu des choses des deux côtés, beaucoup de choses me sont familières quand je suis en relation avec les hommes, et beaucoup de choses sont familières quand je suis en relation avec les femmes. Et maintenant, j'arrive à voir ça en me disant de plus en plus, c'est une chance. Voilà. Donc, je serais passé de la souffrance à quelque chose qui est devenu plus épanouissant, puis ensuite à considérer, j'ai une chance. Mais ça m'empêche pas d'avoir des moments où j'ai des coups de mou, où ça s'effondre un peu, où c'est pas si facile, ou ainsi de suite, ou autre. Mais quand je discute avec les personnes cis, elles connaissent aussi des moments qui sont comme ça. Mais moi, c'est plutôt des choses qui vont toucher la confusion des genres, ou des trucs comme ça. Bon, ça a trait à ma problématique, comme elles ont d'autres. Voilà. On peut être cis et avoir quand même quelques problèmes avec le modèle de la binarité. Oui, mais je pense qu'il est moins ressenti socialement pour le coup. On l'a plus intériorisé que... Enfin, on peut le ressentir de manière plus intériorisée et on le... Quand effectivement le passing, etc., nous donne à voir dans tel ou tel genre, on ressent moins les violences sociales. Bien sûr. Mais comme je disais, les personnes trans, c'est souvent à cause de ce décalage de vision. Et en fait, une partie de la souffrance vient que ce que l'on voit, c'est pas vu par les personnes cis. Oui, bien sûr. Parce qu'elles, ça les met dans le désarroi à partir du moment où le sexe et le genre ne sont pas alignés. Pour elles, c'est ça ce qui est terrifiant. Et c'est ça ce qui explique
que c'est si difficile pour nous de faire notre coming out, surtout dans une famille ou à son conjoint ou autre, parce que tout ce qui nous fait du bien, c'est quelque chose qui fait du mal à l'autre. Ou du moins, c'est comme ça qu'il le ressent. Si vous êtes un homme et que vous êtes avec votre compagne et vous dites « je vais changer de genre », et votre femme va vous répondre « mais je n'ai pas demandé à être lesbienne ». Et pareil, l'enfant va dire « mais j'ai pas demandé, j'ai eu un père, j'ai pas demandé à avoir deux mères ». Donc on entend toutes ces choses-là. Il me semble que dans la salle virtuelle, il n'y a pas d'autres questions non plus. Et je pense que ce serait une bonne idée de conclure sur ce message d'harmonie et d'invitation à la tolérance. Je voudrais vous remercier vraiment beaucoup. Merci. Je pense que cette rencontre d'aujourd'hui a, comme on dit, je l'espère, a non seulement rendu service à des gens qui avaient envie de plus d'informations, qui voulaient, et de l'autre côté aussi, à intéresser toutes les personnes qui, justement, veulent être des cis ouverts et donc pas enfermés dans une binarité dont on comprend bien qu'elle n'est pas satisfaisante. Merci beaucoup. Je salue tout le monde derrière la caméra ou dans la salle. Et je vous rappelle que nous aurons une 4e et dernière conférence le mardi 25 mai, si possible à 18h30, mais je vous aurai une confirmation si nous arrivons à déclencher l'horaire. Merci beaucoup et bonsoir. Merci à toi aussi.